Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable, leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi que vous me receviez chez vous, monsieur Thierry Danjean, pour parler de vous dans ce fameux épisode qui va être « Pourquoi je suis expert comptable ». Je vous remercie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un retour sur vous, sur votre passé, votre présent et votre futur. Mais juste avant qu'on commence, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, pour ne pas le nommer ChatGPT, pour lui demander « Décris-moi Thierry Danjean ». Donc, vous allez me dire s'il n'a pas dit trop de bêtises. Très intéressant. Alors, Thierry Danjean, expert comptable et commissaire aux comptes, position actuelle, président fondateur de Danjean & Associés, cabinet indépendant d'expertise comptable, d'audit et de conseil basé sur Paris. Formation, il est diplômé de Schema Business School. Carrière a débuté chez Salustro, puis chez EY. À 29 ans, il fonde Danjean & Associés, aujourd'hui présent dans 24 pays via le réseau I2AN. Engagement, il est pionnier de la digitalisation du secteur. En complément, il a ouvert le capital de son cabinet à ses collaborateurs et promet un modèle d'entreprise participatif. Divers, c'est un passionné de vin. En effet, il possède des domaines viticoles en Anjou, dans le Muscadet et même en Suisse. Il considère cette activité comme un équilibre personnel, affirmant, je vous cite, « Ce que j'aime, c'est donner des bouteilles, c'est fou ce que cela fait plaisir, c'est magique. » Alors, est-ce qu'il vous a bien décrit ? Il n'y a pas beaucoup d'erreurs et c'est assez impressionnant le résultat. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues de notre page internet, notamment pour ce qui est de ma vie professionnelle en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, et en ce qui concerne ma vie de néo-vigneron, qui est aussi importante que ma vie professionnelle, vous l'avez compris. Je pense que c'est tiré de pas mal d'articles de presse qu'on a pu lire ces derniers mois ou ces dernières années dans la presse spécialisée. En tout cas, voilà, il a fait un résumé. Moi, l'objectif, c'est qu'on aille sur chaque partie pour en apprendre un peu plus sur vous. Ce podcast est propulsé par Penny Lane, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennylane.com. Donc commençons pour la partie 1, le passé et le parcours académique. Moi, ce que j'aimerais savoir sur vous, c'est à quel moment de votre vie vous êtes dit c'est le métier d'expert comptable que je veux faire. Est-ce que c'est arrivé à l'âge de 8 ans, 6 ans, 5 ans ou pas du tout ? J'ai presque envie de vous dire que c'est jamais arrivé parce que je suis devenu un petit peu un expert comptable par défaut, puisque c'est pas un choix originel que j'ai fait. Moi, j'avais fait une école de commerce, comme vous l'avez signalé, une prépa, une école de commerce à Nice. Schema Business Club, c'est pas Business Club, mais Schema Business, c'est une école qui m'a apporté beaucoup, mais pour laquelle j'avais pas trop d'envie au départ, puisque je voulais absolument faire une parisienne. J'ai passé à 2 reprises des concours des grandes parisiennes et je les ai ratés, ce qui fait que je me suis retrouvé à Nice. Et conscient que cette école, même si elle figurait, je crois, à l'époque dans les 7-8 premières dans le top écoles 10, de commerce, dans le top 10, oui, c'est ça, même si les classements évoluent beaucoup, je voulais absolument compléter cette formation d'école de commerce en me disant « Tu n'as que Schema Business School, donc complète ça par… un autre diplôme. » Et donc, pendant mes études à Schema, j'ai préparé par correspondance ce qu'on appelait à l'époque le DECF, qui est devenu le DSCG. DSCG, oui. À l'époque, d'ailleurs, c'est une chance, ça n'existe plus maintenant. Il y avait beaucoup d'équivalence entre le diplôme d'école de commerce et le DSCG. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai préparé ce diplôme en parallèle que j'ai obtenu à la sortie de Schema Business School. Et donc, armé de ces deux diplômes,
J'ai fait ce qui était à la mode à l'époque, ne sachant pas ce que je voulais faire, de l'audit, puisque c'était la grande mode de l'audit, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui, surtout pour les écoles de commerce, hein. Aujourd'hui, les écoles de commerce, c'est pas leur premier choix d'aller faire de l'audit. Donc, je suis rentré dans un cabinet franco-français qui s'appelait Salustro, qui a depuis été racheté par KPMG, qui a été un cabinet très formateur, pas suffisamment formateur à mon goût, puisque au bout de 2 ans, j'ai intégré Ernst Young, voulant absolument avoir un des meilleurs cabinets de la place. Et donc j'ai fait pendant 5 ans de l'audit, à la fois chez Salustro, puis ensuite chez Ernst Young. Et comme j'avais la possibilité de continuer ce diplôme d'expert comptable par l'intermédiaire du stage professionnel, j'ai continué le diplôme en me disant ça pourra toujours te servir. Et donc j'ai passé mon expertise comptable chez Ernst Young. Vous aviez quand même une appétence pour les chiffres? J'avais une appétence pour les chiffres, je l'ai toujours, elle s'est renforcée d'ailleurs. Clairement, je ne pense pas que j'aurais été doué en marketing ou en communication. Effectivement, en école de commerce, j'avais choisi la voie finance. J'ai été attiré par les métiers de la finance. Donc, qui dit métier de la finance dit effectivement métier du chiffre. Donc, chez Ernst Young, je deviens diplômé d'expertise comptable. Je passe 3 très belles années. J'interviens sur des très beaux dossiers du CAC 40. À cette époque, donc à 28 ans, c'était un an avant que je crée Dangean Associés, je quitte Ernst Young pour une aventure entrepreneuriale à l'époque. Je m'associe avec un camarade de classe et on monte des centres de contrôle technique automobile. Donc strictement rien à voir. Vous avez complètement sorti du milieu. Je suis complètement sorti du milieu. Et pendant 1 an et demi, on a créé une dizaine de centres de contrôle technique automobile, essentiellement en région lyonnaise, puisque je suis d'origine lyonnaise. D'accord. Ça a très très bien marché, puisque à l'époque, il y avait une loi qui était sortie qui obligeait à contrôler régulièrement son véhicule, mais il n'y avait pas de centre de contrôle sur le marché français. Donc c'était un grand succès pendant 1 an et demi. Le temps que la concurrence se déchaîne, et donc au bout d'1 an et demi, le chiffre d'affaires a fondu comme neige au soleil, et donc j'ai dit à mon camarade, à mon associé, que ça n'avait pas de sens qu'on reste 2 associés sur cette affaire. Et donc je me suis retrouvé sans rien, juste avec mon diplôme, et je me suis dit, en attendant, tu vas faire un peu d'expertise comptable et monter un cabinet. Alors, c'était vraiment en attendant. Ma maman et mon papa, surtout ma maman, étaient assez désarmés que je fasse de l'expertise comptable après avoir fait une école de commerce. Elle avait l'image ma maman était pharmacienne, elle avait l'image de son expert comptable qui intervenait régulièrement sur ses comptes, qui était quelqu'un d'assez vieux, vraiment l'image de l'expert comptable, voûté, qui faisait que de la pharmacie, qui était assez étroit d'esprit, et elle voyait pas du tout son fils dans cette profession. Et quand je lui ai annoncé que je montais un cabinet, elle a été assez désarçonnée. Mais j'ai lutté, j'ai récupéré la comptabilité de sa pharmacie, j'ai récupéré sa coiffeuse, j'ai récupéré le garagiste de mon père et 2-3 clients locaux sur un métier que je ne savais absolument pas pratiquer, puisque je sortais d'un cabinet d'audit où j'avais été Que sur de l'audit, voilà. que sur l'audit, où j'avais fait du commissariat aux comptes pour des grands comptes. Donc autant vous dire que j'étais complètement perdu dans cette matière-là. Avant qu'on continue, si vous voulez bien qu'on revienne un petit peu plus sur votre passé, quelque chose qui m'a un peu troublé, c'était déjà comment s'est passée votre formation jusqu'à l'obtention du DEC, cette partie stage expertise comptable. Est-ce qu'on peut aller dans le détail, savoir comment vous avez pu marier le boulot chez un Big Four
et la partie où on est en stage? Je dirais que j'avais peut-être un peu de facilité pour ces études-là, dans le sens où j'ai pas ressenti une gêne quelconque dans la nécessité de marier à la fois un projet de carrière ambitieux dans un cabinet d'audit et la nécessité d'obtenir ce diplôme. Pour deux raisons. La première, c'est que, ayant fait une prépa, j'étais quand même assez habitué à m'investir intellectuellement sur des sujets. Les sujets du chiffre ne m'étaient pas hostiles, comme vous l'avez dit, loin de là. Donc j'avais plutôt de la facilité. Et puis quand vous êtes dans un cabinet comme chez Ernst & Young, vous baignez dans une atmosphère assez prolifique. Vous êtes entouré de gens de bon niveau. Les échanges sont enrichissants, sont construits. Donc je dirais que cette juxtaposition et cette nécessité de marier à la fois ce projet professionnel et ce projet académique n'a pas été du tout un poids et a plutôt été quelque chose qui s'est fait assez facilement. Je dois préciser, et peut-être que certains de vos auditeurs ou auditrices qui m'écoutent seront un petit peu surpris par mon analyse, mais je dois préciser que le diplôme d'expertise comptable en lui-même est pas quelque chose de très compliqué. J'interviens beaucoup dans le cadre de Dangean Associés auprès des étudiants en université pour développer notre marque employeur. Et j'ai coutume de dire, alors l'image va peut-être pas plaire à certains, que le diplôme d'expertise comptable, c'est pas plus dur que le permis de conduire. La seule chose qui est très différente, c'est que le permis de conduire, vous le passez en 3 semaines, en accéléré. Le diplôme d'expertise comptable, c'est un long chemin, 3 ans, 4 ans. Et il ne faut pas se perdre sur ce chemin. Il faut être très consciencieux. Il ne faut pas louper les étapes. Il faut être tenace. Mais si on est tenace, on arrive sans problème à l'obtention du diplôme. Et je trouve que la comparaison, même si elle est un peu osée, n'est pas si sotte que ça, parce que le diplôme en lui-même, encore une fois, n'est pas super compliqué. D'abord, on vous réclame que la moyenne. C'est pas un concours. Vous êtes très très bien formé par les cabinets qui vous accueillent. Vous avez des formations tout au long de votre parcours professionnel qui sont assez utiles. Et si vous avez un peu de motivation, je considère que ce diplôme est accessible. Ce diplôme est accessible à beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous l'obtiennent. Le taux de réussite est assez important, ce qui est bien la preuve que ce diplôme est un diplôme qui peut convenir à beaucoup de monde, sous réserve, comme vous l'avez signalé au début de notre entretien, qu'il y ait quand même une certaine prédisposition pour les chiffres. Oui. Et moi, je fais aussi le rapprochement. C'est plutôt un marathon qu'un sprint. Et il faut avoir de l'abnégation vraiment dans cette partie de travail. Mais sinon, si on veut, on peut y arriver. Exactement. Le chemin est bien balisé. Il y a des étapes régulières qui vous permettent de rester dans le cadre. Et je pense, mais ça c'est une opinion personnelle, que notre profession et le diplôme par lui-même gagnerait en davantage de complexité, en davantage d'exigence qu'il est nécessaire aujourd'hui. Moi, une chose je me suis posé là, en vous écoutant, vous me dites, ça m'a pas posé de soucis, j'ai besoin d'un autre diplôme au début, en plus de schéma, mais pourquoi avoir continué jusqu'au DEC? Pourquoi ne s'être pas arrêté à l'étape juste en dessous? Alors, pourquoi jusqu'au DEC? Encore une fois, j'étais en cabinet, j'étais dans une grande firme d'audit, je n'avais pas d'objectif particulier en termes de projet de carrière, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Il n'y avait pas forcément une obligation, enfin envie de s'associer, c'est souvent ça qu'on se dit, si jusqu'au DEC ou pas forcément? J'avais la possibilité de passer ce diplôme en parallèle de
de ma carrière professionnelle, je l'ai fait. Je suis pas une bête à diplôme non plus, hein, j'ai pas d'autres diplômes, hein. Je suis très investi dans le vin, comme vous l'avez souligné. C'est pas pour ça que j'ai passé un diplôme d'œnologue. Pourtant, j'aurais pu, j'ai le temps. Je l'ai pas fait. Donc, c'est pas une course au diplôme, mais c'est quelque chose de naturel quand vous êtes dans un cabinet d'audit que de suivre la formation la plus proche de votre métier, qui est celle de l'expertise comptable, et aller jusqu'au diplôme final. Là-dessus, vu que vous avez réussi à avoir ce diplôme, est-ce que vous auriez des méthodes ou des stratégies à nous confier sur votre réussite? Comment vous avez organisé vos journées, si vous en rappelez, je travaille le matin au cabinet, le soir je rentre à la maison, je révise. Enfin, est-ce que vous vous rappelez de ces périodes-là, qui est souvent intense? Encore une fois, j'ai pas de souvenir d'avoir mené une vie d'esclave par rapport à ce diplôme. Bien au contraire, je ne vais pas vous dire que j'ai pas travaillé ce diplôme. J'ai quelques souvenirs lointains, il y a 40 ans, hein. J'ai quelques souvenirs, à peine, je me vieillis un peu, mais j'ai quelques souvenirs lointains où j'ai consacré quelques vacances d'été à réviser un petit peu le diplôme, donc à avoir empiété sur mes congés payés, puisqu'à l'époque j'étais salarié, pour pouvoir consacrer un peu de mon temps à la révision des UV du DSCG. Et j'ai le souvenir lointain également d'avoir passé quelques soirées à écrire le mémoire, alors que j'étais déjà pas mal pris par mon projet professionnel chez EY. Mais encore une fois, j'ai pas le sentiment et j'ai pas le souvenir d'un combat avec le temps, avec les matières pour obtenir ce diplôme, y compris pour la rédaction du mémoire, qui a été quelque chose d'assez court finalement. Et j'ai toujours pensé que ce mémoire qui sanctionnait la fin du stage et l'entrée vers le diplôme d'expert comptable, puisque c'est une épreuve obligatoire pour obtenir le diplôme final. J'ai toujours considéré que ce diplôme, c'était une chose normale, c'était une chose qui se devait d'être exigeante et qui devrait être davantage d'ailleurs exigeante, puisque je pense qu'aujourd'hui, ou par le passé tout au moins, la profession a un peu souffert d'experts comptables qui manquaient d'éloquence, qui manquaient d'expression, qui avaient de la peine à restituer avec intelligence leurs travaux, et que ce mémoire, je considère que c'est normal qu'il existe, que c'est utile, et je ne l'ai pas vécu comme une source de stress quelconque. Est-ce que vous vous rappelez de votre mémoire, le titre? Alors, je me souviens du titre, oui, c'était sur les provisions, risques et charges. À l'époque, j'intervenais beaucoup dans le secteur du BTP, auprès de grands comptes toujours existants aujourd'hui. Et c'était un sujet important, puisque ça pouvait vous faire basculer votre résultat dans un sens ou dans l'autre. Et donc, j'ai consacré mon mémoire à la provision risque et charge. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas senti comme une charge, parce que vous viviez au quotidien. Et ça a été un complément, en fait, à proposer votre expérience. Je crois que c'est important que les étudiants et étudiantes qui suivent cette formation académique fassent un mémoire qui corresponde soit à leur passion, soit à leur sujet de tous les jours. C'est assez logique comme approche. Comment avez-vous vécu la partie conciliation entre le monde professionnel et votre vie personnelle aussi? Parce que ça empiète un petit peu cette période de DEC. Ça s'est bien passé? Alors ça s'est très bien passé parce que moi j'ai toujours vécu dans un univers, que ce soit familial ou que ce soit autour de mes proches, où la valeur travail est extrêmement importante. C'est assez naturel dans ma famille, autour de mes proches, de travailler, de consacrer beaucoup de temps aux professionnels. Donc, encore une fois, et vous allez trouver que je prends ça un peu à la légère, mais encore une fois, j'ai pas le souvenir
d'avoir pollué ou d'avoir mis entre parenthèses ma vie personnelle. Au contraire, je comprends ce que vous voulez dire, et si on fait un parallèle avec les sportifs, j'ai mon fils qui a été sportif de haut niveau pendant longtemps, et je pense que si vous lui posiez la question, ou si son père répondait pour lui à cette question, je pense que quelque part, effectivement, il pourrait dire que l'exigence du sport de haut niveau, la natation en l'occurrence, l'exigence du sport de haut niveau a influé sur son adolescence et sur les premières années de sa vie. Alors après, il en a tiré des bénéfices très importants, mais je ne pense pas que le diplôme d'expertise comptable puisse être comparé à un sport de haut niveau. Moi, je voudrais qu'on aille un petit peu maintenant sur la partie « ça y est, j'ai le DEC ». Et vous l'avez très bien dit, c'est où est le DEC. Et maintenant, vous avez à peu près 28 ans. Vous partez d'EY pour vous lancer dans le mode du contrôle technique. Pourquoi cette prise de risque? Parce que moi, j'ai peur de rien. Je suis je suis un entrepreneur. J'ai 28 ans, j'ai toute la vie devant moi. J'ai un copain qui me propose qu'on lance cette activité. Ça me paraît pertinent. Je suis libre comme l'air. À 28 ans, on est libre. Vous n'êtes pas dit, j'ai quand même fait ce diplôme, je vais aller dans mon environnement cabinet. Là, je sors, mais je vais me compliquer la vie. Encore une fois, cet environnement cabinet, je ne l'ai pas choisi au départ. Mais vous vous y plaisez. Moi, je suis quelqu'un qui se plaît dans beaucoup d'environnements du moment que il y a des gens intéressants, des gens enrichissants. Je suis très curieux. Cet environnement, encore une fois, je suis rentré dans l'expertise comptable parce que je trouvais que mon diplôme de schéma valait pas celui d'HEC. J'ai continué parce que chez EY, il y avait la possibilité de continuer le stage. J'ai été diplômé, terminé. Après, je mène ma vie, je démarre une vie professionnelle qui me pousse vers le contrôle technique automobile, au grand désarroi de plusieurs des associés d'EY qui ne savaient même pas ce que j'allais faire, qui ne comprenaient pas pourquoi je partais. Je me souviens d'un associé anglais qui m'a demandé si j'avais bien vérifié mon business plan et mes cash flows. Moi, ça me faisait rire parce que j'y allais au talent. Je suis parti au talent. Oui, je suis parti en me disant, tu feras autre chose. Tu as une école de commerce, tu as un diplôme d'expert comptable. Si ça se passe mal, tu pourras toujours rebondir. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai rebondi dans l'expertise comptable. Si j'avais été médecin, j'aurais vissé ma plaque. Mais ça m'aurait pas empêché, en tant que diplômé de médecine, d'aller faire du contrôle technique automobile. Est-ce que vous n'avez pas fait le tour, en fait, peut-être? Oh non, on n'a jamais fait le tour de ce métier. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 62 ans, ça fait 40 ans que je l'exerce, dont 35 ans au sein de Dangean Associés. Je découvre encore des choses, c'est incroyable. Non, on fait jamais le tour de ce métier. C'est un métier qui est très enrichissant. Alors aujourd'hui que j'adore, qui est très enrichissant, qui m'a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer plein de gens, d'aborder des sujets complexes, etc. Donc non, je pense pas que j'avais fait le tour. C'est sûr que non. Moi, quand j'ai des jeunes moi, je fais passer tous les entretiens d'embauche au sein de Dangean Associés parce que je veux être sûr des gens qu'on embauche. Hein. Donc, je suis très proche des process de recrutement. Et quand j'ai un jeune qui vient d'un Big Four et qui vient chez nous en disant j'ai fait le tour d'un Big Four, je n'embauche pas. Je me dis c'est un con. Je rebondis sur ça. Ça y est, vous me disiez, pendant 1 an, vous avez fait la partie contrôle technique. Il y a eu de la concurrence qui est arrivée. Vous repartez dans l'expertise. Et là, au lieu d'aller sur de nouveau un Big Four ou retourner chez vos anciens employeurs, vous montez un cabinet à vos propres noms. Pourquoi? Oui, parce que je monte un cabinet parce que c'est du transitoire. Je me dis, je vais faire ça en attendant. Je me souviens d'ailleurs, et c'est ma femme qui me le rappelle de temps en temps, puisqu'on s'est rencontrés à peu près à cette époque, voire ou un peu plus tard.
J'avais coutume de dire, je vais faire ça pendant 10 ans pour gagner plein d'argent, puis après je ferai autre chose. Je suis toujours là. Vous aviez un autre plan ou pas du tout? Non, pas immédiatement, mais je me destinais pas, même quand j'ai monté mon cabinet, à, à construire un cabinet sur le long terme. D'ailleurs, mes premiers associés, quand ils sont arrivés chez Dangean Associés, le cabinet a été monté à l'époque, juridiquement, avec le pacte d'associés, pour être revendu dans les 10 ans. D'accord. Ça, je vous Ah parle oui, bien c'était maintenant. vraiment... Donc, c'était vraiment un objectif de monter un cabinet, de faire de l'argent et de le revendre. J'ai complètement changé d'avis. J'ai adoré cette profession. Je suis toujours là. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de vendre en Dangean Associés. Donc, c'est un truc de dingue. Je suis parti, je suis arrivé en reculant, en me disant, tu vas faire une opération financière, tu vas maximiser ça pour 10 ans, et puis après, tu feras autre chose. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je vais vous poser une question. En quoi l'obtention du DEC, ça a influencé votre trajectoire professionnelle, d'après vous? Ça l'a influencé, et je prends un peu le contre-pied de ce que je viens de vous dire, ça l'a influencé dans le sens où je me suis dit, tu as une assurance touriste, tu peux aller faire n'importe quoi. Cuisiner, monter un restaurant en Asie, acheter un hôtel. Je me souviens à l'époque, je regardais beaucoup les hôtels dans le centre de Paris. Acheter un hôtel, parce que quand on est jeune, on a 28 ans, on peut emprunter des millions, quoi. Je veux dire, c'est pas un sujet. On a un diplôme, on a une formation académique, on a notre première fiche de salaire, on a de l'ambition. Les banquiers, ils adorent ça. Donc le diplôme, ça a été mon assurance tout risque, en me disant, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, si un jour ça va pas, si un jour tu changes de route, si un jour tu dois faire une pause professionnelle, tu pourras toujours, et c'est un peu péjoratif ce que je dis, alors que j'adore cette profession maintenant, tu pourras toujours faire l'expert comptable. Tu pourras toujours jouer à l'expert comptable. Aujourd'hui, je peux vous dire que je joue pas. J'exerce mon métier pleinement et avec un bonheur absolu et avec un engagement total. Et au fil des ans, de 28 ans aujourd'hui, plus les années sont passées, plus je me suis engagé, plus j'ai eu de bonheur dans ce métier. Vous avez un parcours enrichissant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels ont été les mentors qui vous ont guidé, ou peut-être les événements au cours de cette période-là. Ou des personnes qui vous ont inspiré, peut-être, et vous auriez... Je suis d'un naturel très curieux, hein, donc je m'inspire beaucoup des gens, je discute beaucoup avec eux. Et donc, j'ai toujours essayé de baigner dans un univers stimulant. Stimulant intellectuellement, stimulant au sens général. Et je dirais presque que, vous l'avez compris, hein, je suis un peu entré dans cette profession à reculons. J'ai peut-être davantage puisé mes sources d'inspiration à l'extérieur de la profession au départ qu'à l'intérieur. Au début de notre entretien, pendant que vous rechargiez vos micros, on parlait de René Ricol que vous avez interrogé il y a quelques mois. René Ricol, clairement, si je l'avais rencontré à l'époque, aurait été une grande source d'inspiration. Aujourd'hui, on se suit et on se voit régulièrement. Clairement, et ça pourrait être une source d'inspiration. Mais à l'époque, j'étais pas dans la profession, même si je l'exerçais. Donc, j'ai beaucoup trouvé de sources d'inspiration à l'extérieur de cette profession ou alors auprès de mes clients de l'époque. Ça a été ça, mes sources d'inspiration, davantage qu'un mentor qui m'aurait guidé en permanence, acheminé à la position que j'ai aujourd'hui. Je vais prendre la situation à contre-pied. Vous avez sûrement dû vivre des moments un petit peu durs. Et comment avez-vous réussi à les surmonter? Ou qu'est-ce que vous en avez appris? Les moments les plus durs, en fait, déjà dans une vie professionnelle, il faut arrêter de toujours avoir des stratégies établies. Quand on a une stratégie, il faut la conserver, mais au début, et c'est pareil dans les startups, hein, vous savez, les startups dans lesquelles j'ai investi et qui ont marché, c'est pas celles qui sont restées sur leur modèle. Celles qui ont marché, c'est celles où il y avait des gens qui étaient brillants et qui à un moment ont vu que leur modèle était pas bon et qui ont changé en cours de route. S'adapter. S'adapter. Moi, c'est un peu pareil, si vous voulez.
Quand j'ai monté le cabinet, comme je vous le disais, j'ai commencé à Lyon. Alors déjà, c'était de façon transitoire et j'ai commencé à Lyon sur des petits clients. Et je me suis très vite rendu compte que c'est pas avec la pharmacie de mes parents et le garagiste de mon père que j'allais faire fortune en 10 ans, puisque c'était un de mes objectifs. Donc je me suis dit, le modèle est pas bon. Et très rapidement, je me suis rapproché de, j'allais dire mes confrères, oui, on peut dire ça, mes anciens confrères, et de mon cabinet d'Ernst & Young, à qui j'ai dit que j'étais sur le marché et que j'étais prêt à travailler pour eux ou sur des clients qui pourraient avoir besoin d'experts comptables. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Très rapidement, j'ai été sollicité par un associé d'Ernst & Young qui m'a mis en relation avec un client. C'était une mission one-shot. Et très rapidement après cette première intervention sur un autre client, mais qui là était énorme. Et à l'époque, j'étais tout seul. Et il n'y avait pas cette faculté qu'on a aujourd'hui, que les grands groupes ont, de dire je vais prendre un freelance pour faire cette mission. C'était pas la culture. La culture, c'était de dire je vais travailler avec ce cabinet, que me conseille mon commissaire aux comptes, parce qu'il a une certaine stature, parce qu'ils sont reconnus à Paris, parce qu'ils sont nombreux et que je connais. Et évidemment, moi, personne ne me connaissait. Et la première erreur que j'ai faite, je me souviens très bien, d'un premier client qu'on m'a recommandé et que je suis allé visiter. L'entretien s'était très bien passé, mais au moment de signer la proposition de mission, il a vu que j'étais tout seul, puisqu'à l'époque, j'avais dit la vérité. Il a vu que j'étais tout seul, il m'a dit, mais je ne peux pas vous confier mes comptabilités. Si vous arrive quelque chose, si vous avez un accident de ski, je serai dans la merde. Et donc, j'ai pas eu la mission. Et ça m'a vraiment servi de leçon parce que je me suis dit, il y a encore obligation aujourd'hui, puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas LinkedIn, etc. Il y a encore une obligation aujourd'hui de montrer que tu as une certaine surface financière, de montrer que tu es organisé, de montrer que tu as un staff, sinon tu n'arriveras pas à percer. Et le troisième client qui m'a été recommandé et avec qui j'ai fait affaire et qui a été un véritable starter pour le cabinet, c'était un très gros intervenant dans l'immobilier, l'immobilier qui est aujourd'hui une de mes grosses spécialités qui représente 50% de notre activité. C'était un polytechnicien, je me souviens. Et bien là, j'ai menti. Je lui ai dit qu'on était une dizaine. Je lui ai dit qu'on avait tous les grades nécessaires pour exercer la profession. J'avais pris une boîte postale à l'époque pour montrer qu'on avait une adresse professionnelle et que c'était pas dans mon appartement avec les dossiers sur la baignoire. Et donc, il a signé la proposition de mission. Mais comme c'était quelqu'un de très perspicace, il a quand même voulu aller vérifier si le cabinet existait bien. Et donc, il est allé à l'adresse, à l'époque j'étais à Levallois-Perret, du centre d'affaires, et il s'est présenté au centre d'affaires, et il a vu que c'était simplement une boîte postale. Et la secrétaire de l'époque, de la boîte postale, lui a donné l'adresse de mon appartement. Et il est venu sonner au 5e étage de mon appartement sans ascenseur. Surprise. Surprise. Donc je l'ai vu dans l'œil de la porte. Et évidemment, je n'ai pas répondu. Et le surlendemain, il m'a interrogé en me disant qu'il était passé, qu'il ne comprenait pas. Mais je lui ai dit que tout le monde était en mission. Et donc, il m'a quand même fait confiance. Il a bien fait d'ailleurs, puisqu'on a très bien travaillé ensemble. Et j'ai quand même le souvenir que les premiers mois où il m'appelait, et où j'étais toujours tout seul parce que je n'avais pas réussi à embaucher, je faisais croire que j'avais une secrétaire et quand il appelait, je tapais des pieds sous mon bureau pour faire croire que j'allais chercher un dossier dans une armoire alors que j'étais dans un appartement de 12 mètres carrés et qu'il n'y avait pas de staff, qu'il n'y avait pas de secrétaire et qu'il n'y avait pas de surface pour des armoires et des dossiers.
Mais très vite, j'ai pu embaucher et finalement, cette personne m'a fait confiance. On a très, très bien travaillé ensemble. On a travaillé une dizaine d'années ensemble sur des métiers que je ne connaissais pas du tout parce que je rappelle que quand on fait de l'audit, on ne fait pas de l'expertise comptable. Donc, il a fallu que je m'engage, que je m'imprègne des dossiers, que j'ai eu la chance de pouvoir embaucher des gens super qui m'ont accompagné et c'est ce qui a lancé en fait le cabinet. Mais je reviens sur votre question. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur, c'est que quand on est seul et qu'on veut travailler avec des grands comptes, il faut les convaincre, il faut leur montrer que vous allez être disponible, leur montrer que vous avez la capacité à embaucher, que vous avez de l'ambition et que ce cabinet va pas être un cabinet de 3-4 personnes, mais va être un grand cabinet. Je voudrais compléter avec une question. Quel message on pourrait adresser à ceux qui hésitent encore à s'engager dans notre parcours du diplôme d'expert comptable? Ce diplôme, il est extraordinaire parce que il ouvre la voie et la possibilité de faire de la formation, de faire de l'expertise comptable, de faire du commissariat aux comptes, de devenir directeur financier, de faire de la consolidation, de faire de la fiscalité, de faire du droit. C'est un diplôme qui est très généraliste. C'est un diplôme, au-delà de ça, qui vous apprend à travailler. Je crois que ce qui est important, c'est pas de connaître le Lefebvre par cœur. On s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est de savoir travailler, de savoir évaluer les risques, de savoir aller chercher la bonne information au bon moment et dans des temps acceptables. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On ne cherche pas des pros du Lefebvre. On cherche des gens qui sont capables de conseiller le chef d'entreprise, de se mettre à sa place, de savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et de s'adapter. Alors que souvent, l'expert comptable, il a fait le contraire. Il a demandé à ce que le client s'adapte à ses critères, à ses process. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce que veut le client, c'est qu'on l'aide. Et pour l'aider, il faut comprendre ses attentes, ses stress, ses besoins et comment on peut le faire entrer dans les cases pour que ses comptes soient le plus fiables possible et le plus fidèle possible. Mais ce qui est important, c'est de se mettre au service du client et pas le contraire. On va aller sur votre partie présent maintenant. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser. À quel moment de votre vie vous vous êtes dit « Je suis fier de moi, j'ai réussi quand je regarde dans le rétro ». Je crois que on pourrait dire c'est quand tu as embauché ton 10e salarié, ton 20e salarié, ton 30e salarié, ton 50e, ton 100e. On pourrait dire c'est ton premier million de chiffre d'affaires, ton deuxième, ton 10e. On pourrait dire que c'est tes premiers 100K de salaire, tes premiers 200K, 300K. Non, j'exagère. Je considère que j'ai réussi quand j'ai pu ouvrir le capital à mes salariés, parce que j'ai pu ouvrir techniquement le capital à mes salariés en me disant je les engage pas dans un traquenard. Donjon Associé aujourd'hui, c'est une entreprise établie qui a un track record, qui fait des bénéfices et qui a un business model qui est capable de générer des bénéfices sur les années qui viennent. Donc si aujourd'hui mes salariés me suivent, c'est qu'ils croient dans le cabinet, qu'ils croient dans la pérennité du cabinet et qu'ils croient dans le modèle. Et je crois que c'est ça un peu le degré de réussite, c'est de voir que, par exemple, ils ont investi il y a 3 ans, que l'action a pris 50% dans les 3 ans, depuis 3 ans, et surtout de savoir que eux et moi et mes associés, on est sur un chemin où il n'y aura pas d'accident et où l'histoire est très belle. C'est ça c'est un degré de réussite qui n'est pas permis à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir leur capital, il y a beaucoup de confrères qui veulent ouvrir leur capital, mais encore faut-il que les résultats soient pérennes et encore faut-il qu'il y ait un intérêt pour les collaboratrices et les collaborateurs à être partenaires, à être actionnaires. Aujourd'hui, les jeunes chez nous, ils sont salariés actionnaires. C'est 2 statuts, le statut de salarié et le statut d'actionnaire. Et l'engagement est complètement différent. Alors ça, c'est un premier degré de réussite important. Le deuxième degré de réussite, c'est quand j'ai mon fils là, qui a le SCP, qui rencontre des copains, des copines et qui connaissent le cabinet. Dans ces grandes écoles, ils connaissent le cabinet. Certains ont déjà fait des stages, etc.
Et quand je rentre le soir et que j'ai mon fils qui me dit « Tu connais un tel ?» Ah, je dis « Oui, c'est un gars qui a fait un stage il y a quelques mois chez nous. » Il dit « Ah bah ouais, je suis avec lui chez Active Advisory, par exemple. » Je dis « Bon, bah, je me dis, je fais partie des grands. Le cabinet fait partie des grands. » Et puis le troisième élément, où on mesure un peu son succès, c'est quand je vais à Dauphine ou à Panthéon-Sorbonne et où je vais raconter un peu mon expérience et coacher un peu les jeunes. Dès que j'ouvre la bouche, les gens m'écoutent et boivent un peu mes paroles. Et on a un sentiment de pouvoir sur ces jeunes, avec lequel il faut faire attention évidemment, mais où on sent que on les aide et où on sent que ils sont à 100% à l'écoute, qu'ils enregistrent et que votre parole porte. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on mesure avec le temps, puisque de toute façon, il y a quelques années, j'étais beaucoup moins disponible pour aller voir développer notre marque employeur. Et puis, il y avait peut-être moins le besoin qu'aujourd'hui, où on a des besoins en recrutement qui sont importants. Donc, il y a nécessité d'aller communier avec ces jeunes. Et quand je les vois à l'université ou quand je les vois, parce qu'on fait beaucoup d'opérations avec mes domaines viticoles, où on les invite une journée pour échanger, pour échanger sur autre chose que les sujets de la comptabilité. Je crois qu'aujourd'hui, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui doit être ouvert sur son monde. Et justement, le fait de les inviter et de passer une journée avec eux dans un domaine viticole, où on va les vendanger, où on va les déguster des vins, où les équipes locales vont leur apprendre, vont leur parler de leur quotidien, ça aussi, ça participe à la fabrication de bons experts comptables pour l'avenir et d'experts comptables qui vont incarner, hommes et femmes, qui vont incarner avec justesse, avec panache, notre profession. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une génération d'experts comptables, et je le vois dans les gens qui peuplent notre cabinet, dans les talents que l'on a en interne. On a une génération qui est armée, peut-être grâce à leur formation, grâce à ce diplôme, grâce aux mémoires, grâce aux professeurs qui enseignent ce métier. On a une génération qui sont capables demain d'incarner avec passion, avec panache notre profession. Et qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, si j'arrivais aujourd'hui sur le marché, je m'engouffrerais directement dans la profession sans me poser de questions, comme j'ai pu me poser des questions à l'époque. Est-ce que le Thierry, qui était au 5e étage de son appartement à 29 ans, si on lui avait dit où il va en être 40 ans après, il serait fier, il serait content, il dirait « Waouh, c'est bon, j'ai Oui, je bien serais suivi ». fier, mais vous savez, moi je suis très ambitieux, donc mes ambitions ne s'arrêtent pas là. On parle aujourd'hui d'expertise comptable et de finance, mais je suis très investi dans le monde du vin et je suis en train de construire quelque chose également dans le monde du vin de très sympa. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, donc... Est-ce qu'il faut oser pousser les portes? Parce que, faut le dire, votre cabinet, il est un peu atypique. Il y a souvent les Big Four qui sont orientés vers les grands comptes. Vous êtes, comme vous disiez, vous avez commencé tout seul et vous avez réussi à aller toucher cette partie de typologie clientèle. Là où je suis assez atypique, je pense être le seul... Alors, des cabinets alternatifs aux Big Four, on est plusieurs. On n'est pas nombreux, mais on est plusieurs. Et j'ai des confrères, des cabinets confrères, avec qui d'ailleurs j'ai des relations professionnelles très enrichissantes, qui ont ce modèle-là. Hein. Donc on est peut-être 5-6 cabinets C'est très restreint quand même. très alternatifs sur 14 000 cabinets. Oui, il y a 14 000 cabinets en France, donc on est peut-être 5 ou 6 cabinets dans l'antichambre des Big Four sur des modèles économiques très spécifiques. Donc, dans le sens, pour répondre à votre question où je suis atypique, c'est que je suis un fondateur majoritaire et qu'aujourd'hui, je dois être le seul en France sur ce modèle-là à avoir ce statut-là.
d'actionnaires majoritaires, fondateurs, actifs, où on est très peu nombreux. Moins de 5, c'est sûr. Et cette faculté et cette typicité de l'actionnariat fait qu'aujourd'hui, mes associés et moi-même sommes très solides et surtout très liés, dans le sens où il y a un actionnaire majoritaire qui a un peu une assurance tout risque et qui est capable d'assurer le quotidien, y compris financièrement, qui est capable de prendre la décision de vendre lui-même ses parts aux salariés sans que ça touche les actions de ses associés. Donc il y a des décisions de gouvernance, des décisions stratégiques qui sont beaucoup plus simples à prendre que quand vous êtes dans un cabinet où il y a 40 associés et où le capital est réparti égalitairement avec les 40 associés. Donc oui, le cabinet est assez typique dans ce sens-là, où il y a un actionnaire majoritaire, en plus un cabinet qui porte le nom de l'actionnaire majoritaire, ce qui est unique en France. Je suis pas certain que je referais la même chose si je le faisais aujourd'hui, parce qu'avoir un cabinet qui porte votre nom, je suis pas sûr qu'en termes de transmission, ce soit très facile. J'aurais pas l'audace de comparer le cabinet à Mazars et à Robert Mazars qui a monté un cabinet extraordinaire que j'apprécie et respecte beaucoup. Mais voilà, des cas comme ça, il y en a peu sur le marché, oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre quotidien, c'est-à-dire comment vous organisez votre emploi du temps pour gérer efficacement votre carrière maintenant? Est-ce que Je vais vous avez un emploi compléter du votre question avec celle que vous m'avez posée tout à l'heure, où vous m'avez dit, mais quel message d'encouragement pour les jeunes experts comptables, quelles recommandations à faire, etc. Et je vais faire ce petit commentaire qui répond aussi à la question de l'emploi du temps. Moi, ce que j'adore dans cette profession, c'est que je suis un homme libre. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux. Et ça, c'est une force incroyable. Incroyable. Si j'ai envie de travailler le jeudi de l'Ascension, je travaille le jeudi de l'Ascension parce que j'ai matière à travailler, même si l'entreprise est fermée. Si cet après-midi, après votre interview, j'ai envie d'aller me reposer ou d'aller dans mes vignes, je prends un train, je m'en vais. Et je peux annuler un rendez-vous. Je peux appeler un client en disant « Désolé, je ne suis pas libre cet après-midi », même si le client est roi. Et je trouve que cette faculté que l'on a à pouvoir organiser son planning, son emploi du temps à sa guise, est un atout extraordinaire qui vous permet donc de marier beaucoup d'activités. J'ai beaucoup d'activités au sein du cabinet d'Anjan, vous l'imaginez. J'ai beaucoup d'activités dans mes affaires viticoles. J'ai d'autres affaires également à l'état d'embryon, mais qui m'occupent aussi. Donc ça, c'est permis par la possibilité d'avoir des emplois du temps en tant qu'expert comptable, en tant que président d'un cabinet d'expertise comptable qui sont assez flexibles. Une question pour vous. Quel est l'archétype de l'expert comptable d'aujourd'hui? Encore une fois, et j'ai un peu répondu tout au long de notre entretien à cette question, c'est quelqu'un qui doit être curieux et ouvert sur le monde. Je pense que, et je vais choquer beaucoup d'entre nous et d'entre vous, mais je pense que le côté technique est bien évidemment important, mais il ne doit pas être primordial. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde économique d'aujourd'hui, des experts comptables, hommes et femmes, qui évidemment restent le garant
d'une sécurité financière. Hein. C'est pour ça qu'on a inventé ce métier. C'est pour ça qu'on a besoin d'experts comptables, d'auditeurs, etc. Parce que ils sont le garant d'une assurance financière, d'une fiabilité financière, qui fait que demain, si vous avez besoin d'une entreprise de plomberie, vous allez vous assurer que le plombier avec lequel vous envisagez de travailler est une entreprise solide, qui ne va pas vous planter après-demain, qui va vous assurer un service après-vente, etc. Je me mets au niveau de la TPE, mais c'est absolument identique pour la PME, c'est absolument identique pour l'ETI, c'est absolument identique pour le grand groupe. Si je fais appel aujourd'hui à Orange et que toute ma société est câblée et sécurisée par Orange, c'est parce que j'ai considéré qu'Orange était une entreprise solide, que ses états financiers sont solides, etc. Bon. Donc ça, c'est important. Donc évidemment, il y a besoin de ça, mais on a besoin d'experts comptables qui soient capables d'incarner ce qu'ils sont, c'est-à-dire des porteurs de projets, au même titre qu'un entrepreneur, qui sont capables de se mettre dans la peau de l'entrepreneur et d'avoir presque un rôle d'associé, même si juridiquement ils ne le sont pas, auprès d'entrepreneurs, auprès de chefs d'entreprise, auprès de dirigeants. Et je crois que c'est important que l'expert comptable soit au cœur de ça. Si vous faisiez... on parlait d'informatique avant notre entretien, d'intelligence artificielle, etc. Et comme je sais que vous êtes très imprégné dans ce monde-là, il y a un logiciel aujourd'hui qui est en train d'aider des experts comptables à réfléchir autrement et qui cartonne. On ne l'utilise pas au cabinet, mais puisque nous, vous l'avez compris, on utilise plutôt SAP, on est vraiment axé sur les grands comptes, hein, et le middle market dans la banque, l'assurance, les énergies renouvelables et l'immobilier. Mais il y a un logiciel, je m'intéresse beaucoup à notre écosystème, il y a un logiciel qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui s'appelle Pennylen, qui a été créé et conçu par des gens très intelligents. Et il a un modèle très ouvert et, à mon avis, très profitable pour la profession à l'avenir, c'est qu'il est ouvert à la fois sur le client et à la fois sur l'expert comptable. C'est-à-dire que pour la première fois depuis de nombreuses années, on a un éditeur de logiciel qui a fabriqué un produit qui est utilisable et utilisé à la fois par le client et à la fois par l'expert comptable. Et c'est une révolution. C'est une révolution parce que enfin, on casse la barrière qui a toujours existé entre le client et l'expert comptable. Oh, je vais voir mon expert comptable. Oh, il faut que je demande à mon expert comptable. Oh, je ne sais pas si mon expert comptable va être d'accord. Mais ça, c'est des mots qu'on ne doit plus entendre. C'est des mots qu'on ne doit plus entendre. Et aujourd'hui, c'est un exemple que je vous cite avec ce logiciel où, pour la première fois, on a enfin un client et un expert comptable qui communiquent avec le même produit, avec les mêmes comptes et avec les mêmes obligations. Et ça, c'est une petite révolution qui va beaucoup transformer à l'avenir le métier d'expert comptable, qui doit vraiment être un métier ouvert sur la profession. Aujourd'hui, un expert comptable, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui est capable, qui est presque un ingénieur, qui est capable de mettre en place des procédures, d'imaginer des systèmes pour rendre son métier le plus fluide possible et surtout le plus compréhensible par son client. Aujourd'hui, quand je recrute des gens, que je fais passer des entretiens de promotion, alors je fais passer des entretiens de promotion on est trop nombreux aujourd'hui, mais pour les strates supérieures, managers, etc., et jeunes chefs de mission, je leur demande de ce qu'ils ont fait de la journée et surtout, qu'est-ce qu'ils racontent le soir à leurs parents ou à leurs proches. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas pas raconter à tes parents qui ont financé un bac+5, donc 5 ans d'études après le bac, que tu passes à la main des écritures, des factures Orange
à 25 € du dirigeant. Si c'est ce que tu fais dans la journée et c'est ce que ce que tu racontes à tes parents, tout le monde a faux sur toute la ligne. Et toi, parce que tu n'as pas compris ce que c'était la profession, et ton employeur, parce qu'il n'a pas compris ce qu'était aujourd'hui le métier d'expert comptable, et le client qui accepte qu'un jeune qui a fait bac+5 passe encore des écritures à 25 €. Tout le monde a faux sur toute la ligne. Et je crois que c'est important que l'expert comptable soit capable d'élever les débats, se détacher de ses comptes, se détacher de ses chiffres pour restituer l'essentiel. Donc c'est ça l'expert comptable de demain, c'est quelqu'un qui sera capable. Hier j'étais à Panthéon-Sorbonne parce qu'on a lancé un challenge. Vous savez qu'on a déjà lancé Inda Game, qui est des jeux omnisports qu'on organise au Parc des Princes au mois de juillet, qui recense toutes les filières expertise comptable de France. On a une 30aine d'équipes qui concourent pour des prix. Et on a lancé parallèlement Indagreen, qui est un concours qu'on lance auprès de toutes les universités pour renforcer l'aptitude des jeunes, des filières expertise comptable vers la RSE, etc., qui étaient des sujets un petit peu pas abordés en profondeur jusqu'à présent. Et donc j'étais à Panthéon-Sorbonne hier, on avait des étudiants qui travaillaient sur un bilan carbone, on avait pris Haute-Perche en l'occurrence, et j'étais impressionné par ces jeunes, pas tellement par le contenu de leur bilan carbone, puisque c'est quand même des matières qui sont assez neuves pour eux, etc., mais la faculté qu'ils ont eue à restituer des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas tellement et l'éloquence avec laquelle ils l'ont faite. Et pour moi, c'est des armes qu'il faut absolument que les experts comptables se dotent pour demain, et il faut absolument que les études de l'expertise comptable soient appréhendées et corrigées pour pouvoir intégrer ces matières-là dans le diplôme. Parlons maintenant de votre futur professionnel. Quels sont vos projets sur cette année? Alors cette année, on est en train d'intégrer un nouveau département qui s'appelle Système d'information et transition numérique. On développe des solutions SAP pour les grands comptes et on a intégré, on le faisait déjà, mais on a intégré un patron pour gérer ce département. Quelqu'un qui a passé 10 ans chez Accenture et qui veut ce département. Donc c'est un département qu'on souhaite développer et qui va nous occuper une partie de l'année. Vous savez, nous on est chez Dangean Associés, on est un cabinet qui a jamais fait d'intégration externe. On a toujours fait que de la croissance interne. Encore une fois, on est parti de zéro. Je dis on, même si au début j'étais tout seul. On est parti de zéro il y a 25 ans. On fait 25 millions aujourd'hui, sans croissance interne, sans croissance externe, pardon, que de la croissance interne. Donc on prend notre temps. On a vraiment un objectif de pérenniser du chiffre d'affaires récurrent, rentable, et en parfaite harmonie avec nos convictions. On a beaucoup aussi de convictions en matière d'engagement vis-à-vis de la planète, etc. Donc on fait pas la course au chiffre d'affaires. Nous, on veut un modèle rentable, un modèle où toutes les parties prenantes trouvent leur compte, les associés, les équipes, le président. Donc ça, c'est un de nos principaux défis pour cette année, qui est conjugué également avec la nécessité de développer notre département RSE, où on cherche un leader là également en la matière, malgré les soubresauts réglementaires de cette loi qui n'en finit plus d'accoucher d'un texte qui soit compréhensible pour tout le monde et surtout sur lequel on puisse bâtir un business. On a mené à bien notre habilitation COFRAC cette année. Donc ça, je dirais que c'est les deux principaux objectifs de l'année, qui sont doublés de la volonté, encore une fois, de faire vivre notre partnership avec Harmonie. Moi, mon rôle en tant que dirigeant, c'est que mes associés soient heureux.
que mes salariés soient heureux. Et c'est un défi tous les jours, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent polluer et mettre à mal cette belle machine. Une autre question maintenant, c'est plutôt la vision long terme. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Vous aurez noté que il y a quelques mois, j'ai nommé une directrice générale parce que je considérais que le marché avait besoin un petit peu de visibilité sur notre gouvernance. Hein. J'ai eu 62 ans, donc certains pouvaient se poser la question sur ma pérennité, même en tant qu'actionnaire majoritaire au sein de Donjon Associés. Donc, j'ai pas l'intention d'arrêter. On a défini une stratégie avec ma directrice générale qui est celle de rester un acteur indépendant. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Vous aurez noté que dans la profession, il y a beaucoup de mouvements de concentration qui se réalisent, qui sont largement alimentés par des fonds de private equity qui ont levé pas mal d'argent auprès de souscripteurs pour concentrer la profession. Il y a beaucoup d'opérations en cours, il y a beaucoup d'opérations dont j'ai eu vent dans les tuyaux qui devraient être révélées dans les semaines qui viennent. Nous, notre objectif, c'est de rester un acteur indépendant. C'est ce qu'apprécient nos clients. On était là il y a 30 ans et l'objectif, c'est d'être toujours là dans 30 ans. Ce qui veut dire toujours là dans 30 ans, c'est pérenniser le cabinet et l'armer financièrement pour qu'il puisse résister donc à cette vogue-là et surtout faire les investissements nécessaires dans le digital, dans l'informatique. Vous savez qu'aujourd'hui, ce poste est essentiel. C'est un élément qui est en progression énorme d'année sur année. On a des budgets informatiques qui explosent dû à la nécessité de se renforcer en termes de sécurité informatique, dû à la nécessité d'offrir à nos jeunes des outils qui soient agréables, qui soient conviviaux, qui soient performants. Donc, à l'image des entreprises du CAC 40, hein, puisqu'on retrouve ça chez nos clients, il y a lieu de prévoir pour les années à venir des investissements importants en la matière. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de confrères qui prennent la décision de se rapprocher ou de s'adosser à des grands groupes, apeurés par ces moyens gigantesques qu'il faut allouer à l'informatique. Nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes et on a cette culture du risque informatique bien imprégnée chez nous, puisque dans le cadre des appels d'offres et des référencements, nous avons beaucoup d'exigences qui sont diligentées par les grands groupes et qui font que, historiquement, on a toujours consacré beaucoup de budget à cette partie-là. Mais c'est ça l'enjeu des 10 dernières années, des 10 prochaines années, c'est de rester un acteur indépendant et pouvoir transmettre le cabinet sur les générations futures. Je rajoute une petite question qui n'était pas prévue. Dans 10 ans, vous serez quand même dans le domaine viticole, rassurez-moi. Alors, les domaines viticoles, c'est un petit peu comme les engagements et les fondamentaux que j'ai donnés à Donjon Associés, c'est que dans le domaine viticole, dans la vigne, on apprécie les temps longs. On est sur un temps long. Ça a toujours été aussi chez Donjon Associés une notion importante, le temps long. On n'a jamais pris des décisions à l'emporte-pièce. On a toujours construit pour l'avenir. On a toujours accompagné nos talents en se disant cette personne que j'embauche aujourd'hui, avec qui je passe du temps. Oui, j'ai 60 ans, je suis président de plusieurs sociétés qui m'occupent beaucoup. Pourtant, je vais passer une demi-heure, 3/4 d'heure avec un jeune de 22 ans que ma RH propose que l'on embauche, parce que peut-être cette personne-là qui est devant moi
demain, ça sera un talent et un associé de Dangean. Donc, on a toujours cette vision long terme et il y a beaucoup de comparatifs entre la vigne et Dangean Associés. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, ces 9 dernières années, on a beaucoup mélangé ces deux métiers, que ce soit pour les séminaires, que ce soit pour nos activités extra-professionnelles, que ce soit pour le développement de notre marque employeur, parce que je pense qu'à un moment, il faut donner cette possibilité aux gens d'interchanger, de communiquer, de s'intéresser à d'autres choses que le chiffre. Merci pour cette interview, mais avant de la finir, je vais vous proposer de jouer à un jeu qui s'appelle Confession intime. L'objectif, c'est pour en apprendre mieux sur vous et qu'on puisse vous poser une question et vous répondre seulement par plus ou moins. Au niveau de la charge de travail, est-ce que vous travaillez plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Au niveau du cercle familial et social, avez-vous plus ou moins de 10 amis proches? Plus. Dormez-vous plus ou moins de 8 heures par nuit? Moins. Au niveau des congés annuels, prenez-vous plus ou moins de 5 semaines de vacances par an? Moins. Et pour finir, envisagez-vous de prendre votre retraite à plus ou moins de 65 ans? Plus. Écoutez, Thierry Dangean, je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup. Vous avez mis en avant cette belle profession, votre parcours, et on espère que ce sera inspirant pour les futures générations. Mais je l'espère, parce que c'est une profession dans laquelle je crois beaucoup. Merci à vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.